Ostéopathie, massage, compléments alimentaires, hypnose, acupuncture, les médecines complémentaires sont largement plébiscitées et utilisées par plus de 90% des Français, plus d'une fois par mois pour la moitié d'entre eux, selon un sondage de l'Agence des médecines complémentaires adaptées. Si ces pratiques non conventionnelles suscitent une sympathie indéniable au sein de la population, il reste un flou incontestable en termes d'efficacité, mais aussi de niveau de formation et de réglementation de ces professions. Alors qu'entend-on par médecine complémentaire ? Quelles sont les disciplines officiellement reconnues par les autorités ? Sur quels critères peut-on choisir un professionnel en toute confiance ? Des réponses très attendues avec Véronique Suissa. Vous êtes directrice générale de l'Agence des médecines complémentaires adaptées. Je suis Margot Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé, BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Véronique Suissa, bonjour. Bonjour. Pour bien cerner de quoi l'on parle et qu'on soit d'accord sur les mots, comment vous définiriez les médecines complémentaires ? Alors c'est un peu difficile parce qu'effectivement aujourd'hui on n'a pas de définition de référence, on n'a pas de classification de référence, il en existe une pluralité, des terminologies multiples, etc. Mais pour faire très simple, on pourrait les définir comme un ensemble de pratiques non conventionnelles qui sont plus ou moins éloignées de notre médecine officielle, qui sont parfois validées pour certaines applications, mais ce n'est pas la majorité des cas, le plus souvent inéprouvées, qui sont utilisées de façon complémentaire ou alternative, ce qui évidemment constitue un danger, on pourra en reparler. Alors il y a plus de la moitié des Français, 57% exactement, qui jugent les médecines complémentaires au moins aussi efficaces que la médecine classique. C'est une enquête publiée en mai 2023 par l'Institut Odoxa. Alors c'est un peu surprenant, comment on situe ces médecines par rapport à la médecine conventionnelle qui soigne et qui guérit quand on est malade ? Alors ça dépend de quoi on parle en fait, parce qu'elles s'articulent différemment en fonction de la nature des pratiques. Vous avez des pratiques actuellement qui sont validées, recommandées. On va penser à des thérapies non médicamenteuses selon la HAS, comme la diététique, la psychologie, etc. On n'est pas dans le champ des pratiques complémentaires. Ensuite, vous avez un certain nombre de pratiques qui sont de plus en plus acceptées par la médecine parce qu'elles s'intègrent aussi également. Par exemple, on va penser à l'art-thérapie, on va penser à la sophrologie, à l'hypnose, etc. Ensuite, vous avez des approches qui sont plus éloignées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément toujours dangereuses. Je prends souvent comme exemple le soutien spirituel en soins palliatifs de patients qui vont le demander. Voilà, on est dans le champ des croyances, de l'acceptation des valeurs. Il y a une forme d'acceptation. Et puis, vous avez des pratiques qui sont beaucoup plus éloignées, qui sont dangereuses, qui vont avoir un certain nombre de critères de risque et de dérive. On va penser au régime miracle, aux guérisseurs, à la méthode Hammer. Et là, évidemment, il y a un rejet de la médecine et à juste titre envers ces pratiques. Ce qui est compliqué, c'est les pratiques qui sont un peu entre deux, qui n'ont pas de normes, on ne sait pas trop où les mettre et comment se positionner par rapport à elles. Est-ce qu'on pourrait dire en fait que l'engouement pour ces médecines complémentaires, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes y ont recours, ne serait pas lié en fait à ce que la médecine conventionnelle, celle dont on parlait, qui guérit, est très centrée sur la maladie, elle est surtout devenue très technique. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu oublié la personne ? Est-ce que c'est pas une forme de refuge pour ça ? Exact, c'est effectivement une des raisons, mais pas que. En fait, il faut aussi recontextualiser un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui bouge, avec une culture qui valorise le bien-être, bien manger, bien bouger, etc. Où on valorise des pratiques complémentaires qui sont perçues comme un levier de bien-être. On a la médecine aussi également qui évolue, qui montre un intérêt croissant vers ces pratiques. On a des soignants qui vont se former, qui vont les dispenser auprès des patients. On a une recherche qui se développe. Et puis, on a un terrain avec une dynamique naissante, avec des structures qui émergent, etc. Et tout ça dans un contexte où il y a une évolution salutaire, évidemment, en faveur des droits des patients, qui veulent être de plus en plus acteurs de leur santé, qui réclament aussi, à juste titre, une plus grande humanisation des soins, ce que vous disiez à l'instant, qui vont avoir une relation de collaboration avec leurs médecins et qui, du coup, vont assumer plus facilement leurs croyances et leurs usages, des usages qui s'expriment notamment à travers ces pratiques complémentaires. Alors on parle de médecine globale, de médecine intégrative, c'est un terme que vous avez utilisé tout à l'heure. C'est quoi la différence ? Exactement. Alors on parle à la fois de médecine globale, de médecine intégrative, on parle de médecine douce, complémentaire, alternative, non conventionnelle, traditionnelle, et on pourrait continuer la liste. Alors schématiquement, la médecine globale, c'est le fait d'approcher la personne dans sa totalité, ses dimensions à la fois physiques, psychiques et sociales. La médecine dite intégrative, c'est le fait d'allier la médecine officielle et les approches complémentaires. Ça renvoie, si vous voulez, au cadre des soins de support, mais de manière élargie. On pourrait dire que c'est un synonyme aujourd'hui, c'est-à-dire que les soins de support s'appliquent plutôt à l'oncologie, alors que la médecine intégrative s'applique à toutes les pathologies chroniques. Mais ce qui est important de dire aussi, par rapport aux autres terminologies, c'est qu'elles ne sont pas forcément douces, et ça on pourra peut-être y revenir, qu'elles ne doivent pas être parallèles. Donc voilà, c'est des terminologies qui, en tout cas pour les experts, sont assez claires qu'elles ne doivent pas être utilisées. Dans un rapport récent, qui a été d'ailleurs commis par votre agence, vous explorez 26 disciplines. Quelles sont les plus utilisées à l'heure actuelle en France ?
Alors globalement, on revient sur 3 typologies de pratiques, c'est-à-dire les pratiques manuelles comme l'ostéopathie, les massages, l'acupuncture, la réflexologie, les pratiques qui font appel à des substances comme les compléments alimentaires, les plantes, l'homéopathie, les pratiques psychocorporelles comme la méditation, l'hypnose, la sophrologie, etc. 2 points à retenir qui me semblent intéressants par rapport à ce sondage. Le premier, c'est qu'on a un usage qui est quand même plus important dès lors où les pratiques sont réglementées. C'est-à-dire que voilà, l'homéopathie, l'acupuncture sont des pratiques qui restent très utilisées et elles ont quand même comme point commun d'être réglementées par la loi. Et l'autre point, c'est quand même à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une plus grande appétence vers des pratiques complémentaires telles que citées, plutôt que des approches qui ont vraiment une assise, qui font partie, par exemple, du champ du sport, de la diététique et de la psychologie, qui vont être moins utilisées. L'une des grandes questions, si ce n'est la grande question qui revient régulièrement, comment sait-on lesquelles sont efficaces et sur quels symptômes? Alors c'est effectivement une question qui est complexe. Simplement dire que à l'international, on a une littérature scientifique qui est foisonnante. En France, depuis 2010, il y a l'INSERM qui a produit une dizaine de rapports à thématiques sur certaines pratiques complémentaires. Et ce qu'on peut retenir, pour une petite synthèse qui m'a été communiquée par l'IMIC, l'Institut de médecine intégrative et complémentaire au CHU de Bordeaux, c'est que globalement, on a 3 pratiques aujourd'hui qui ont montré des résultats intéressants: l'acupuncture, la méditation et l'hypnose. Donc l'acupuncture, par exemple, sur les douleurs articulaires, les nausées et les vomissements, la méditation sur la dépression, l'anxiété, l'hypnose sur la douleur, sur l'anxiété, etc. Et pour le reste, il n'y a actuellement pas de consensus, mais ce qui est intéressant et ce qui me semble important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué de les évaluer parce que l'évaluation coûte affreusement cher et qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de financement dans le domaine. Alors tout récemment, j'ai vu qu'il y avait un appel à projet donc, de l'INCa en oncologie, mais hormis ça, on n'a pas d'appel à projet, par exemple, de l'ANR, de l'Agence nationale pour la recherche, ce qui finalement justifie d'aller un peu voir ce qui se passe sur le terrain et finalement on retombe sur ces pratiques qui sont déjà ancrées, c'est-à-dire l'hypnose, l'acupuncture et la méditation. Alors en fait, on a l'impression qu'il y a quand même des bénéfices cliniquement sur le terrain, mais est-ce qu'il peut, à contrario, y avoir des effets secondaires ou est-ce que ça peut être dangereux? Alors oui, on a effectivement des risques d'interaction médicamenteuse. Bon, je ne vais pas parler médicalement, je ne suis pas médecin. Il y a aussi des risques liés aux manipulations physiques. Mais ce qui est important, c'est aussi de faire le point sur les approches des praticiens. C'est-à-dire qu'on a des praticiens qui vont avoir des théories anti-médecine. Donc là, effectivement, c'est à bannir, qui vont avoir des recommandations inappropriées ou qui vont à l'encontre des recommandations médicales. Et puis aussi, il y a une question d'usage. C'est-à-dire, à un moment donné, le patient ou l'usager, pourquoi il y va? Est-ce qu'il y va pour aller mieux, pour son mieux-être, ou est-ce qu'il y va effectivement pour un objectif thérapeutique, un objectif de guérison? Vous parliez tout à l'heure d'un institut relié au CHU de Bordeaux. Il y a des structures de recherche qui se développent, une société savante de recherche sur les interventions non médicamenteuses à Montpellier. C'est une étape indispensable? Alors oui, c'est une étape qui est importante, la recherche, mais à mon sens, il y a d'autres étapes qui sont plus importantes et plus urgentes. C'est-à-dire que la recherche, c'est long, c'est coûteux, c'est quelque chose pour lequel aujourd'hui on n'émet pas de budget. En revanche, aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont nécessaires et qui pourraient être simples, notamment, et qui viseraient à renforcer les compétences des praticiens en termes de formation et de montée en expertise. Malheureusement, et ça c'est des choses qui ne sont pas très compliquées, il y a des initiatives qui existent. Le CUMIC, le collège universitaire, alors je n'ai plus l'acronyme en tête exact, a mis en place une formation pour les internes en médecine, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une vraie sensibilisation pour des jeunes médecins qui ne savent pas ce que sont les approches complémentaires. Malheureusement, aujourd'hui on fait absolument rien, ni évaluation, ni formation, ni information, donc aujourd'hui on n'a absolument rien. Mais oui, la recherche, on parle souvent de recherche, mais avant la recherche, faisons aussi des choses simples. Arrêtons de financer des formations express en 2 jours financées par le Pôle emploi, ce qui éviterait de les retrouver ensuite à la Miviludes. Voilà, arrêtons de ni autoriser ni interdire. Osons interdire, osons autoriser. Plus d'encadrement, vous dites. Plus d'encadrement, effectivement. Ça doit passer en tout cas par plus d'encadrement. C'est vrai que cette absence de cadre, ça expose à 2 risques en fait pour les personnes qui y vont. C'est soit se tourner ou être orienté vers des approches qui sont inutiles, inefficaces, voire délétères, et surtout éventuellement d'être à la merci d'arnaques ou de charlatans. Et puis il y a un deuxième élément, et vous l'évoquiez, c'est le problème des dérives sectaires, qui se cachent parfois derrière ce qui est proposé. Alors oui, vous avez différents types de dérives. Vous avez des dérives effectivement qui sont sectaires, mais c'est pas les dérives qui sont principales dans ce domaine-là. Vous avez des dérives qui sont plutôt d'ordre thérapeutique. La différence, c'est que dans la dimension sectaire, vous avez une notion d'emprise mentale et donc vous n'avez plus tout votre discernement. Dans la dimension de la dérive thérapeutique, c'est que vous vous retrouvez face à des usagers qui, de leur plein gré, vont accepter des recommandations qui vont à l'encontre des recommandations médicales. Typiquement, moi, j'ai déjà rencontré des patients qui m'ont dit mon oncologue m'a recommandé de manger avant ma chimiothérapie, mon praticien m'a recommandé de faire un régime vraiment
intensif, mais j'ai plus confiance en mon praticien. Donc là, on est dans de la dérive thérapeutique et pas forcément sectaire, et on s'y attache pas, on ne va pas creuser ce type de dérives, elles sont plus compliquées. Et ensuite, on a tendance aussi à confondre la dérive volontaire et involontaire. Donc, schématiquement, la dérive volontaire, vous avez le charlot qui volontairement veut abuser de la personne de quelque façon que ce soit, alors que dans la dérive involontaire, on revient à un manque de compétences, c'est-à-dire que les croyances du praticien vont articuler les séances auxquelles va adhérer l'usager. Et là, on est effectivement dans une absence de formation, de spécialisation, de compétences nécessaires aujourd'hui, et donc face à des pratiques qui n'ont pas lieu d'être, on reste dans la dérive. Mais dans la dérive, il y a plusieurs niveaux de dérive, plusieurs types de dérives, plusieurs types de risques. Alors justement, pour les personnes qui nous écoutent et qui se tournent déjà ou qui voudraient se tourner vers la médecine complémentaire, comment savoir que le professionnel est compétent? Y a-t-il des diplômes à regarder, des certifications? Quelles sont les bonnes questions à lui poser? Alors, la pratique, le praticien et l'usage, on revient à ces 3 points. Alors, les diplômes, oui, il y a des diplômes qui existent. Parce qu'il y a tellement de spécialités. Exactement. Aujourd'hui, schématiquement, vous avez 2 façons d'avoir un diplôme dit reconnu. Vous avez des titres dits RNCP qui sont délivrés par le ministère du Travail. Vous en avez par exemple en sophrologie, vous en avez par exemple en art-thérapie, et vous avez des diplômes universitaires. La différence, c'est que dans les diplômes universitaires vont être réservés à des soignants ou à des psychologues, alors que les diplômes dits RNCP vont être accessibles aux tout venants. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que vous allez avoir des praticiens qui ont un titre RNCP, par exemple en art-thérapie, et qui à côté vont proposer une méthode complètement douteuse. Donc se dire que le praticien, c'est bon, il est sur RNCP, ça suffit, non, ça ne suffit pas. Autre problématique, vous n'avez pas de spécialisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, accompagner la Michu qui va bien, qui est en bonne santé, comme vous et moi, pour gérer son stress, c'est une chose. Puis demain, ce même praticien va frapper à la porte d'un EHPAD. Sauf que dans un EHPAD, vous avez des personnes qui ont des troubles cognitifs, qui peuvent avoir certaines réactions qu'il faut savoir accueillir, et ça demande de se spécialiser, de comprendre ce qu'est le vieillissement pathologique, par exemple. Et aujourd'hui, on ne se pose pas ces questions. Et donc, du coup, on se retrouve face à des situations où il y a des dérives souvent involontaires, face à un manque de compétences, parce qu'il n'y a pas de régulation. Vous avez aujourd'hui un manque de consensus dans les formations, ce qui fait que même dans une même discipline, pour un RNCP, par exemple, d'une même pratique, les contenus de formation ne vont pas être les mêmes. Et ensuite, vous avez des débats à l'intérieur de tout ça, où les soignants et les praticiens non soignants ne sont pas d'accord, avec d'un côté les soignants qui vont dire mais moi j'ai l'expertise finalement de la fragilité humaine, ce qui est vrai, le praticien bien-être qui va dire bah oui mais c'est un DU de 100 heures, moi j'ai une formation RNCP de 600 heures par exemple. Donc qui est le plus légitime pour accompagner qui, quoi, quand et comment? En fait c'est toutes ces questions qu'il faut se poser, c'est qu'à un moment donné la séance elle est pour qui? Est-ce qu'elle est dans un objectif de bien-être ou de thérapeutique? Si c'est un objectif thérapeutique, à ce moment-là c'est un soignant. Donc voilà, et sauf qu'on est face à des praticiens qui n'ont pas tous ces repères-là, qui parfois à tort vont parler de thérapeutique alors qu'ils doivent rester dans le champ du bien-être, et face à un manque de compétences qui fait que on se retrouve face à des praticiens qui accompagnent des personnes en grande fragilité qui ne sont pas à même d'accompagner. Alors on voit bien qu'il y a un vrai besoin de clarification et de règles. Alors votre structure, je pense, a des objectifs dans ce domaine, et j'allais dire la question subsidiaire, que fait l'État? Est-ce que le ministère de la Santé s'est emparé de ce problème? L'État ne fait rien. Alors, ça, au moins c'est clair. Voilà. Alors, je vais nuancer quand même. Le ministère de la Santé a initié en 2010 un groupe d'appui technique. Bon, c'était un groupe visiblement un peu dormant, il n'y avait pas grand-chose qui en est sorti, sauf quelques fiches sur le site du ministère. L'État a fait quelque chose de très bien néanmoins, il a financé des études annuelles auprès de l'INSERM, d'où les rapports que j'évoquais. Donc ça, c'était en 2010. Depuis, absolument plus rien. Il y a quelques mois, il y a eu l'initiative, sous l'initiative d'Agnès Firmin-Lebedeau, de réinitier ce groupe d'appui technique. On en faisait partie d'ailleurs. Il y a eu quelques réunions qui semblaient aller dans le bon sens d'une réflexion autour des sujets qu'on évoque là, sur la terminologie, sur la formation, sur la réglementation, etc. Et puis, il y a eu un remaniement. Et puis, depuis, absolument rien. Donc, aujourd'hui, en France, on n'a rien. On a une proposition de résolution qui a été déposée en 2021 par plusieurs députés pour appeler justement l'État à construire une vraie démarche dans le domaine. Vous avez eu ce groupe d'appui technique il y a quelques mois et il ne se passe rien. Et les premiers travaux ont été initiés en 2010. Il y a eu des études. Qu'est-ce qui s'est passé de manière concrète? Est-ce que les citoyens s'y retrouvent davantage? Non. Est-ce que les écoles de formation sont plus structurées? Non. On a absolument... Est-ce qu'on a une information éclairée? Non. On n'a absolument rien. Donc aujourd'hui, Madame Michu qui veut aller voir un praticien, elle traverse la rue, elle a en face un sophrologue titre RNCP, ce qu'il est spécialisé ou pas, on n'en sait rien. Elle a un autre sophrologue 2 pas après
Français qui est formé en un week-end, c'est pareil, mais comment on va lui demander d'aller discerner du RNCP, du DU, de la spécialisation, des nombres d'heures? Donc c'est des questions qu'on me pose souvent sur comment, plus simplement, moi j'aime à dire que c'est pas possible en fait. C'est même pour des personnes qui sont expertes dans le domaine, c'est très 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 compliqué pour s'y retrouver. Nous on est dans un process de sélection des praticiens, on a commencé il y a quelques mois, on met à peu près une journée pour évaluer une personne, parce que derrière on va regarder tous les diplômes, on va vérifier, on va faire passer des questionnaires, on va rencontrer la personne, on va échanger avec, on va essayer de creuser le nombre d'heures de formation, les spécialisations, etc. Qui est prêt aujourd'hui à faire ça? Donc on se retrouve avec des plateformes où on met absolument tout et n'importe quoi, où on mélange des praticiens dont les pratiques sont réglementées, avec le charlot, avec des choses dont on ne sait même pas l'existence, et puis on se dit, allez, Madame Michu, elle ira là où elle a envie. Ah voilà. Et puis après on se retrouve avec des polémiques, comme on a pu l'entendre il y a quelques semaines encore. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver avec un annuaire, en gros, national, avec tous les praticiens reconnus. Ce serait jouable, ça? Est-ce que ça existe dans d'autres pays? Alors dans d'autres pays, je ne sais pas, hein, l'OMS s'est penché sur la question. Il y a un vrai travail à l'international. En Inde, par exemple, vous avez un ministre de la Santé traditionnel au même titre qu'un autre ministre de la Santé officiel. Donc il y a des choses qui commencent à avancer. Donc là, en France, on n'est pas dans cette culture-là, évidemment. Il y a des progrès à faire. Mais en fait, on se retrouve, nous, acteurs de terrain, associations, à essayer de faire ce que l'État fait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas à nous d'estimer et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On peut pas être juge de fait. Et le problème, c'est que tant qu'on n'autorise pas et qu'on n'interdit pas, on peut pas avancer. C'est-à-dire qu'on se retrouve par exemple avec des écoles qui ont le droit d'exister, mais qui ne délivrent un diplôme qui n'est pas reconnu. Interdisons les écoles qui n'ont pas délivré un diplôme pas reconnu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que c'est l'éthiopathie, je crois que c'est, j'avais vu ça dans des rapports de la Miviludes, 5 ans d'études, 30 000 euros pour un diplôme qui n'est pas reconnu. Donc à un moment donné, comment vous voulez qu'on arrive à s'y retrouver? Donc c'est aussi à l'État d'avancer sur ces questions-là. Et quand on voit bien que quand les choses vont dans ce sens-là, il y a une forme de sécurité. Je veux dire, l'homéopathie, peu importe. Après, les questions sous-jacentes de la recherche, c'est encore autre chose. L'ostéopathie, l'acupuncture, etc. Ce sont des pratiques qui sont réglementées par la loi. Ça met un cadre. Ça veut dire qu'à un moment donné, je me dis que si demain j'ai envie d'aller voir un ostéopathe, a priori, je vais pas me faire casser le dos. C'est quand même un peu sécurisant, surtout qu'on est sur des pratiques qui parfois touchent à la substance, touchent au corps, etc. Et donc on peut pas faire n'importe quoi avec ces pratiques. Merci Véronique Suissa, directrice de l'Agence des médecines complémentaires, pour cet éclairage. Ces médecines complémentaires entrent aussi à l'hôpital, dans certains services, avant tout en oncologie, en addictopsychiatrie, dans le traitement de la douleur. Mais aussi en gériatrie et dans les structures de fin de vie. La PHP, par exemple, Assistance publique Hôpitaux de Paris, propose plus de 15 types de pratiques complémentaires, dont les plus fréquentes, l'acupuncture, l'hypnose ou encore l'ostéopathie. Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain numéro et d'ici là, Prenez soin de vous.